Deuxième audience du tribunal de l'actualité cette semaine sur Tri TV et Watt FM avec sur la table des juges la récurrente question de la réconciliation nationale sous la loupe de l'Union nationale pour la démocratie et le développement UNDD. L'UNDD qui a initié récemment donc des sorties sur cette question avec en fil d'Ariane aussi la question de la justice transitionnelle pour s'exprimer sur la question des affaires pendantes. L'UNDD a donc fait cette sortie et nous recevons à cette audience Aimé Marquer Ouedraogo. Il est président de l'audience des jeunes cadres de l'UNDD. Bonjour et merci d'avoir accepté d'honorer notre convocation. Bonjour et je vous remercie également de m'avoir permis d'être là sur ce plateau. Alors en face de vous, deux juges de ce tribunal qui siègent aujourd'hui pour juger de cette affaire. Juge Geoffroy Vara, bonjour. Bonjour président, bonjour juge Ouedraogo, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Président, bonjour. Juge Vara, bonjour. Téléspectateurs, téléspectatrices et auditeurs et auditrices, bonjour. Bonjour à Gas Kende, bonjour à Inata, bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est parti pour cette audience du tribunal de l'actualité avec la traditionnelle séquence des avant-propos. Juge Geoffroy Vara, quel est votre avant-propos du jour? Oui, merci président. Mon avant-propos va concerner la Guinée. On apprend que Dadis Camara, que nous hébergeons depuis quand même un bon nombre de temps, est rentré chez lui en Guinée pour répondre des accusations qui sont portées sur sa personne et je pense 10 autres personnes sur la tuerie du 28 septembre, quand même il y a 2009. Ça fait donc, 13 ans. 13 ans, voilà. Donc jour pour jour, on va dire comme ça, puisque c'est demain, mercredi, bien que le procès devrait débuter. On voit un peu la date même qui est choisie, on voit tout le symbole qu'il y a donc derrière. Maintenant, c'est intéressant déjà que Dadis rentre pour répondre de ce qui lui est reproché. Maintenant, c'est vrai que certains se posent la question de savoir est-ce qu'il n'y a pas eu un arrangement pour qu'il rentre, parce que depuis dimanche il y est, là où il est évidemment c'est gardé secret et tout, mais déjà pour moi le fait qu'il vienne répondre d'accusations qui sont portées contre sa personne, je pense que ça c'est déjà très important. Certains ne l'ont pas fait, suivez mon regard. Et puis il y a beaucoup d'enjeux derrière. C'est vrai que quand on écoute par exemple quelqu'un comme Doumbouya, l'homme fort aujourd'hui de la Guinée, pour lui, la justice était un maillon essentiel dans ce qu'il veut construire en termes de Nouvelle-Guinée. Maintenant, je pense que c'est un pas aussi qu'il est en train de faire en ajoutant à la parole des actes, puisque ce procès-là, il faut le dire de façon très claire, ça fait quand même 13 ans. Donc, beaucoup ont promis, beaucoup ont tenté, mais ça ne s'est pas vraiment fait. Et lui est parvenu à faire à ce que ça se tienne. Maintenant, quand on regarde, c'était les bérets rouges aussi, qui avaient joué un rôle qui n'était pas reluisant dans ce qui s'est passé. Plus de 150 morts, il faut le rappeler. Et quand on parle de bérets rouges, je suis désolé, mais Doumbouya n'est pas loin. Le président, l'actuel président guinéen, lui aussi n'est pas loin. Donc, est-ce que ça ne sera pas un procès arrangement? C'est la question que beaucoup se posent aujourd'hui, mais on doit se féliciter du fait que ça ait lieu déjà et que ça commence demain et on verra peut-être la suite et au regard du déroulé, on pourra peut-être se faire une idée. Mais je dis chapeau à la Guinée d'accepter de regarder dans un pan de son histoire qui n'est pas forcément réduisante. Maintenant, j'espère qu'ils vont regarder de la façon la plus sincère des choses, parce que c'est seulement comme ça qu'on arrive à penser les plaies, parce que les victimes vous regardent, il y a les citoyens qui vous regardent et on ne peut pas être des témoins oublieux de sa propre histoire, et d'autant plus que ça ne date que de 13 ans. Donc il y a beaucoup encore qui sont là, vous pouvez difficilement tronquer les choses. Donc on attend de voir comment les choses vont se dérouler et je dis c'est bon que Dadis Camara soit rentré. Vivement l'ouverture de ce procès étendu depuis 13 ans maintenant, les victimes ont beaucoup ont fait plusieurs démarches pour qu'on y arrive. C'est tant mieux que ce procès puisse s'ouvrir. Effectivement, on attendra de voir comment les choses vont se passer. Juge Inoussa Ouedraogo, quel est votre avant-propos? Merci Président. Vous parliez tout à l'heure de victimes et je voudrais avoir une pensée pour ces victimes de l'attaque de Gaskindé.
où il y a eu plusieurs morts, que les âmes reposent en paix. Mais je voudrais surtout insister sur un phénomène qui commence à avoir la peau dure dans notre pays. Il s'agit des menaces et des intimidations. Ça commence à être trop et ça interpelle la conscience nationale. On a vu des gens qui ont été victimes de brûlures de leur véhicule. On dit Dieu merci qu'il n'ait pas été dans le véhicule, je pense à Serge Bayala. On a vu Guiro qui a été tabassé. Dieu merci, il n'en est pas mort. Et ces derniers temps, on a vu des menaces sur Abdoulaye Bari qui commencent à se concrétiser. On a vu des menaces sur un de nos collègues ici, le juge Bernard Bougouma. Et c'est très grave. Et il ne faut pas attendre que le pire arrive aux gens pour réagir. Je voudrais interpeller les autorités de ce pays pour dire que ça commence à être trop et qu'il ne faut rien négliger. C'est comme ça qu'on a négligé et Dabo Boukari est arrivé. Malgré la justice qui est en train de se dérouler, malgré que des gens ont été condamnés dans l'affaire Thomas Sankara, certains n'ont pas encore tiré leçon. Qu'ils arrêtent de tuer les enfants des autres, qu'ils arrêtent de faire couler le sang des maris des autres. Trop, c'est trop, et plus jamais ça. Il faut qu'on arrête d'intimider ceux qui ne pensent pas comme nous. Parce que nous sommes dans la République, et même si on n'est pas d'accord avec ce que vous dites, on doit se battre non seulement pour que vous ayez le droit de le dire, mais si vous n'êtes pas d'accord, il faut apporter la contradiction et non pas apporter le sabre pour résoudre les contradictions entre Burkinabés. Et il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse, plus jamais ça, vivement que ce plus jamais ça soit concrétisé. On l'a souvent proclamé et passons de l'élégance des mots à l'élégance des actions. Je rappelle à nos auditeurs de la 100.7 Watt FM, c'est la radio 100% urbaine, que nous jugeons aujourd'hui au tribunal de l'actualité la vision de l'UNDD en matière de réconciliation nationale, avec à la barre des convoqués Aimé Maker Ouedraogo. Il est président de l'audience des jeunes cadres de ce parti, une instance qui a été mise en place il n'y a pas très longtemps. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, vous avez peut-être des questions de généralité à poser à notre convoqué. Moi, non, pas de questions de généralité. J'y vais. Moi, je me rappelle qu'en août, le 14 août, je pense qu'il y avait l'Union des femmes unies, vous avez fait une activité, Union des femmes unies derrière la transition. Récemment, c'est juste après le discours du président d'Amiba à l'ONU. Je pense que c'est les jeunes de l'UNDD qui ont marqué, tout leur engouement à entendre le président et parler d'une vision bien partagée et bien vue et tout. Est-ce que ça ne fait pas folklore? Bon, ici, il faut dire que effectivement, les jeunes cadres de l'UNDD ont apprécié à sa juste valeur, bien sûr, le discours à la tribune générale des Nations Unies, fait bien sûr par le président d'Amiba. Il faut noter clairement que ce n'est pas fait du folklore, hein, parce que effectivement, dans ce discours-là, c'est le repositionnement du Burkina Faso dans le Conseil des Nations. C'était vraiment une action, on va dire, un peu extraordinaire, parce que dans cette situation que le Burkina Faso vit, certains pourraient se dire, bon, pourquoi faire ce voyage aux États-Unis, etc. Mais il faut retenir que le président d'Amiba a pu, n'est-ce pas, essayer de repositionner notre pays, n'est-ce pas, dans le Conseil des Nations. Mais à côté aussi de ce discours, il y a également eu d'autres actions qui ont été menées par l'ensemble de la délégation pour permettre au Burkina Faso de renouer avec ses partenaires. C'est dans ce sens-là que nous avons essayé d'appuyer ce discours et de reconnaître qu'au fond, il y avait des choses vraiment intéressantes qui ont été dites. Voilà. Mais rétablir le Burkina dans le Conseil des Nations, moi j'ai l'impression que ça c'est des formules à la fin quand on regarde, il n'y a pas grand-chose. Le discours du président d'Amiba, oui. Ça s'est fait devant dans une salle quasi vide. Et ça a été pareil pour beaucoup d'autres délégations venues, celle africaine. Ça a été pareil aussi pour le président français. Donc repositionner dans le Conseil des Nations, moi j'ai l'impression que bon, et puis dire
extraordinaire, comme vous le disiez tout à l'heure. Bon, je ne vois pas l'extraordinaire lorsqu'on parle de une salle qui est pratiquement vide et tout. Maintenant, moi, je ne reviens pas sur est-ce qu'il fallait y aller ou pas. C'est un grand rendez-vous. Que celui de l'ONU, c'est un moment évidemment que la plupart des pays ne ratent pas, parce que bon, on peut faire beaucoup de rencontres et tout. Maintenant, faire pour moi de ce qui est de l'ordre du naturel quelque chose d'extraordinaire, alors que bon, on a tous vu comment ça s'est passé. Est-ce que c'est pas un peu surjoué? Non, c'est le fond du discours même qu'il faut prendre comme étant assez, on va dire, extraordinaire. Parce que nous savons qu'après le président Maurice Améogo, il y a eu également le président Thomas Sankara. Et après, ces deux personnes passées à la tribune générale des Nations Unies. C'est le président Damiba qui vient. C'est vrai qu'il est arrivé au pouvoir à la suite d'un changement anticonstitutionnel. Mais il essaie de prouver qu'il y avait bien sûr urgence. Sinon, le Burkina Faso allait disparaître. Il a aussi dépeint la situation internationale actuelle, sans pour autant prendre parti. C'est un discours empreint de sagesse, parce qu'il permet ici de conserver d'abord notre, on va dire, souveraineté. Ensuite, il part pour demander, n'est-ce pas, à ce que ce soit dans la solidarité qu'on puisse construire un monde de paix, voilà, un monde meilleur. Voilà. Quand vous parlez du président Maurice Yameogo, vous parlez ensuite du président Sankara, et puis vous sautez tout le reste, vous arrivez au président Damiba. Est-ce que ça veut dire que les autres présidents qui ont précédé le président Damiba n'ont pas fait œuvre utile aux Nations Unies? J'avais même souligné ce point en interne avec d'autres camarades et d'autres responsables du parti. Ici, il faut marquer l'originalité. Il faut marquer les choses sur l'originalité, bien sûr, de ce discours. Parce que les gens attendaient, bien sûr, un chef d'État habillé en tenue militaire qui allait venir peut-être prononcer un discours de va-t-en-guerre, etc. Mais ici, nous sentons vraiment que tout a été très bien préparé pour, je reviens encore là-dessus, pour repositionner le Burkina dans le Conseil des Nations de façon plus responsable. Et c'est ce qui a surpris plus d'un. Voilà. Et faire un discours déjà à la tribune des Nations Unies, c'est déjà ça l'essentiel. Que la salle soit vide ou pas, ça c'est pas ça, on va dire, le plus important. Mais ici, c'est l'écho qu'il y a eu juste après, voilà, à travers les médias, à travers bien sûr le fait que le président a été reçu par d'autres délégations et par d'autres pays. C'est cela le plus important. Voilà, parce qu'on a l'habitude de voir aussi qu'à un moment donné, la session des Nations Unies, la salle se vide. Donc ça, ce n'est pas un point sur lequel il faut... Mais ce que vous marquez comme extraordinaire, les rencontres après, ça c'est naturel. Hein. C'est comme ça que ça se passe lors des sessions des Nations Unies. Les rencontres que vous avez, c'est des rencontres qui sont naturelles. C'est pas quelque chose d'extraordinaire. Même le discours dont vous parlez, peut-être vous ne ressortez pas les points qui sont extraordinaires dont vous parlez. Parce que moi, ce que j'ai écouté, c'est un président qui a rappelé que le Burkina Faso est un verrou et que, bon, venez nous en aide parce que si on n'a pas pu préserver ensemble ce pays-là, ça va toucher les pays voisins. C'est un discours qu'on a déjà entendu. Que nous avons un plan, que nous avons lancé un plan de transition qui budgétisé fait, je pense, 18 milliards de dollars US. Il y a un gap de 4 milliards de dollars US. Venez nous aider. C'est ce discours-là qu'on a entendu. Bon, alors, je ne sais pas, c'est dans la planiche habituelle, hein, je veux dire. Rapidement, si le juge, il nous s'arrêtera au goût à quelque chose sur cette question, pour qu'on passe au sujet enrôlé. Non, quand notre invité dit justement que le fond du discours est assez extraordinaire, moi ça me fait sourire. Et ce serait intéressant qu'ils nous disent clairement c'est quoi qui est extraordinaire dans le discours de Damiba qu'on n'a pas encore entendu. Et quand il dit également que ce discours a repositionné de façon essentielle, ce sont ces mots, le Burkina Faso, vraiment je tombe des nues et justement j'ai l'impression que c'est ce type de discours justement laudateur qui montre qu'on a affaire à un homme extraordinaire pendant que le Burkina est en train de disparaître sur le terrain dans la réalité, parce que c'est ça. On nous dit que le président a repositionné de façon extraordinaire le Burkina Faso dans une salle des Nations Unies pratiquement vide où personne n'écoute personne.
Disons-nous la vérité. Qu'est-ce qui vous paraît essentiel dans ce discours? Quand il fait ressortir, par exemple, dans son discours, toutes les grandes crises qui traversent le monde actuel, et qu'il demande, n'est-ce pas, aux uns et aux autres de se mettre de façon solidaire pour pouvoir régler ces problèmes-là, il a essayé de dépeindre un peu la situation internationale, que ce soit la guerre en Ukraine, le changement climatique, etc. Et dire encore aux uns et aux autres que l'heure n'est pas, bien sûr, on va dire, à la désolidarisation, mais plutôt faire en sorte que nous puissions aller ensemble pour régler les grandes crises que le monde traverse actuellement. Monsieur Aimé Ouedraogo, est-ce que vous savez que Roch Marc Christian Kaboré a dit la même chose au même lieu? Oui, mais vous savez, ce problème-là est lié bien sûr au discours de Roch Marc Christian Kaboré. Moi, je ne suis pas en train d'épiloguer là-dessus actuellement. Je parle de la question du discours du président d'Amiba qui a surpris plus d'un, comme son discours fait le 4 septembre. Comme son bilan, n'est-ce pas? Parce que les gens s'attendaient, n'est-ce pas, à des bilans chiffrés, voilà. Et il a fait, n'est-ce pas, une approche globale de la situation. Et aujourd'hui, nous savons très bien que le Burkina Faso est toujours dans une situation difficile, mais sur le terrain, il y a des avancées notoires. Il faut noter cela. C'est vrai que hier, nous avons eu une attaque quand le gouvernement partait pour le ravitaillement de la ville de Djibo, mais il faut dire que sur le terrain, il y a des actions qui sont menées. L'armée travaille, l'armée arrive, n'est-ce pas, à faire en sorte que nous puissions contenir un tant soit peu les attaques que nous subissions dans le temps. Alors, nous recevons ici en convocation Aimé Maker Ouedraogo. Il est président de l'audience des jeunes cadres de l'UNDD. L'UNDD qui s'inscrit dans une dynamique de réconciliation nationale. C'est du reste dans l'ADN de ce parti et aussi qui milite pour la justice transitionnelle. Rapidement, qu'est-ce qui sous-tend aujourd'hui une telle initiative avec ces sorties sur le terrain où vous avez déjà parcouru 6 régions, si je ne m'abuse, ce qui fait à peu près la moitié du pays. C'est ça. Alors, il faut dire que ce n'est pas une initiative nouvelle. Depuis longtemps, même depuis le régime déchu, nous avons toujours demandé à ce que les Burkinabés se retrouvent pour cette question de réconciliation-là. Et maintenant, comment la faire? Quelle est la stratégie qu'il faut mettre en œuvre? Nous avons vu que le gouvernement de Roch Marc Christian Kaboré avait créé, nous avons salué cela même, un ministère en charge de la réconciliation pour permettre aux Burkinabés de se retrouver, parce qu'il y a eu beaucoup de tentatives dans le temps qui n'ont pas porté fruit. Nous avons eu le CCRP, nous avons eu avant cela le Collège des sages, etc. Mais on n'a pas vu de concrétisation sur le terrain. Voilà. Échangeant même avec l'ancien ministre de la Réconciliation, M. Zéphirin Diabré, il faisait ressortir un point comme quoi, quand il a essayé de rencontrer les familles des victimes de toute l'histoire de notre pays, il y a des questions qui avaient été déjà réglées. Il y avait des questions des familles qui avaient déjà été indemnisées, etc. Mais ces dossiers sont revenus encore sur la table. Alors, quelle est la stratégie qu'il faut trouver pour en finir, n'est-ce pas, avec ce chapitre, n'est-ce pas, qui nous empêche véritablement d'avancer? Voilà pourquoi nous avons proposé la justice transitionnelle qui nous permettra de finir un temps soit peu, mais du moins, du coup même avec cette situation et passer à autre chose, tracer de nouveaux sillons pour notre pays qui en a tant besoin. Juge Vara? C'est vrai que le mot justice transitionnelle vient de sortir. On a beaucoup entendu en tout cas l'UNDD là-dessus, ça c'est clair, mais souvent il y en a qui ne partagent pas forcément la façon dont vous la concevez. Et aujourd'hui on a beaucoup de procès, il faut le dire, sur des dossiers, par exemple, qui étaient très attendus, ceux de longue date. On a parlé, par exemple, du procès Boukari Dabo, on a celui Thomas Sankara, il y a beaucoup d'autres procès comme ça qui attendaient. Et quand vous voyez les victimes un peu soulagées de ce que la justice, au moins, ait permis de faire sortir un certain nombre d'éléments et de leur permettre de faire une partie de leur deuil, est-ce que vous ne vous dites pas que la justice traditionnelle que nous avons, pas transitionnelle, est-ce qu'elle n'a pas vraiment son poids de la dynamique de réconciliation que nous voulons? Donc, nous pensons que cette justice-là, elle est bien, mais elle a des limites, au fait, parce qu'elle ne nous permet pas d'avoir effectivement toute la vérité sur les faits qui sont passés dans notre pays. Alors, dans la justice transitionnelle, il y a des paliers qui sont ouverts qui vont nous permettre, n'est-ce pas, à ces personnes qui sont considérées comme accusées là, de pouvoir, n'est-ce pas, dire toute la vérité sans réserve, au fait. Se lâcher et puis permettre aux uns aux autres de savoir véritablement ce qui s'est passé.
tel ou tel jour, qu'est-ce qui s'est passé réellement. Voilà. Parce que quand on est dans la justice classique, ça, non seulement on va traîner sur de longtemps, en plus de cela, il y a tout ce travail-là avec des avocats, etc. Bon, ça fait que ça, on va dire, biaise un peu le processus de recherche véritable, n'est-ce pas, de cette vérité qui entoure les faits. Voilà. Mais dites-nous concrètement, oui. Qu'est-ce qui pourrait amener, par exemple, quelqu'un comme... je prends un cas, celui de Thomas Sankara. Qu'est-ce qui, dans une justice traditionnelle, amènerait quelqu'un comme Diendéré à tout donner et qui emmènerait quelqu'un comme Blaise Compaoré à venir? Qu'est-ce qui change? Donnez-nous des points concrets qui, dans la justice transitionnelle, permettraient que ces personnes-là donnent tout jusqu'à tout ce qu'ils ont dans leur tréfonds et qu'ils se sont réservés de donner à une justice classique. Bon, je ne veux pas seulement revenir sur ce point de Thomas Sankara parce que dans notre pays... J'ai pris un exemple seulement. Oui, dans notre pays, il y a eu ce que nous considérons un peu comme une appréciation qui n'est pas allée en profondeur. Des gens ont essayé de classer des dossiers comme étant des dossiers emblématiques. Et certains autres dossiers, bon, on n'en parle pas trop. Voilà. Nous disons qu'un mort est un mort. Si quelqu'un a perdu la vie pour des raisons politiques, etc., il va falloir, n'est-ce pas, les mettre au même pied d'égalité. Nous ne nous centrons pas seulement sur les 30 dernières années ou les 40 dernières années, mais nous parlons de l'histoire même générale du Burkina Faso. Voilà. Il y a eu beaucoup de cas où, n'est-ce pas, des gens ont été, voilà, on va dire brimés, d'autres ont été, n'est-ce pas, frustrés, etc. Donc c'est tous ces cas-là que nous devons, bien sûr, faire passer par la justice transitionnelle. Et ceux qui sont considérés comme accusés pourront, n'est-ce pas, aller dans un sens de se lâcher véritablement, dire toute la vérité, et qu'après on puisse, bien sûr, même s'il y a des sanctions qui vont tomber, accepter qu'on doit faire un renouveau, accepter qu'on doit aller véritablement à un renouveau. Et c'est ce que nous disons à tout moment. Non, mais vous ne répondez pas à ma question. Oui. Je dis quels sont les éléments qui, dans la justice transitionnelle, feront que les accusés diront tout. Et c'est la forme qui n'est pas dans la justice classique. Nous avons vu par exemple au Rwanda et en Afrique du Sud, quand ils sont allés, n'est-ce pas, à la justice transitionnelle, c'était comme lors d'un forum, chacun est venu, il a accepté de dire toute la vérité, hein, en se basant également sur les valeurs que nous avons dans notre pays, les valeurs traditionnelles. En ce moment, celui qui est considéré comme accusé sait que après cette séance-là, il va avoir, n'est-ce pas, des mesures qui seront prises pour, n'est-ce pas, aller dans le sens, bien sûr, de recoller, on va dire, cette brèche-là qui a été ouverte entre-temps. Voilà un peu quelle est la différence, bien sûr, entre la justice classique et la justice transitionnelle. C'est de retrouver après, n'est-ce pas, une situation de cohésion parfaite, une situation, bien sûr, de réconciliation. Mais quand on prend le cas du Rwanda, moi, je suis souvent un peu surpris. Oui. Ce que le Rwanda a vécu, c'est un peu différent de ce que le Burkina a vécu. Nous, on a des cas de crimes de sang. Oui. Au Rwanda, ce n'est pas des cas. C'est-à-dire qu'ils ont été dans une situation à un moment donné de leur histoire. Oui, il y a eu un génocide, effectivement. Ce qui s'est passé, c'est un génocide. Oui, effectivement. Donc on n'est pas dans la même chose. Non, mais c'est pourquoi j'ai dit ici qu'il y a eu une erreur d'appréciation. Parce qu'au Burkina Faso, on a essayé de classer certains dossiers comme emblématiques. Qui, n'est-ce pas? Vous parlez dessous de Thomas Sankara. J'ai pris un exemple. Oui, parmi mais on entend dans l'opinion qu'il y a des dossiers emblématiques. Or, dans ce pays, si la famille, par exemple, de Yorian Somé Gabriel va essayer de mettre le dossier sur la table, la famille de Fidel Gabriel, etc., vous voyez que là, on descend dans une situation où on doit prendre en compte, n'est-ce pas, tous ceux-là qui, bien sûr, se sont sentis lésés à un moment donné. Mais la justice ne connaît pas de dossiers emblématiques. La justice traite le cas dans l'opinion, un cas après l'autre. Dans l'opinion, on a comme l'impression qu'il y a des dossiers emblématiques. C'est ce qui a été dit. Je pense même que des autorités de l'ancien régime ont même fait sortir ce terme-là, dossier emblématique. Alors, juge Ouedraogo, vous vouliez renchérir rapidement. Non, justement, pourquoi on parle quand même de la campagne? Les dossiers de Gabriel Somé-Yorian dont vous parlez et Fidel Gabriel, pourquoi ces familles n'ont pas saisi la justice? Pourquoi vous, par exemple, vous ne pouvez pas le faire? Bon, vous voyez, quand vous dites pourquoi les familles, pourquoi pas nous, etc., moi je me parle ici du climat même créé par l'autorité, n'est-ce pas, dans le temps, qui ne permettait pas peut-être l'ouverture de tous ces dossiers-là.
Moi, je me dis, maintenant, si nous savons que ces dossiers-là font partie de l'histoire du Burkina et que ça fait mal à un moment donné à une certaine partie de la population, il faut, n'est-ce pas, considérer toute l'histoire de notre pays. Voilà, il faut considérer toute l'histoire de notre pays et mettre tous ces dossiers-là sur le même niveau de traitement pour qu'on puisse véritablement en finir. Est-ce que ce n'est pas ce qu'il faut réclamer plutôt que de dire qu'il faut mais dans la forme, justice dans la classique forme, pour aller à une justice? Mais on a comme l'impression qu'il y a des dossiers dont on n'en parle pas, en fait. On a comme l'impression qu'on a... Qui doit en parler? Mais c'est la population qui doit, n'est-ce pas, se mettre en avant. Oui, c'est vrai, mais on doit inviter les uns aux autres à se rappeler aussi de ce dossier-là, comme nous le faisons. Parce qu'on ne parle pas de ces dossiers, il faut aller à une justice transitionnelle. Est-ce que c'est ça? Non, on a comme l'impression que certains crimes dans notre pays n'ont pas été pris en compte, ou certaines situations fâcheuses n'ont pas été prises en compte. Voilà pourquoi nous demandons à ce qu'il y ait cette justice transitionnelle-là qui va, n'est-ce pas, essayer de revenir sur toute cette histoire de notre pays jusqu'à aujourd'hui, pour en finir, n'est-ce pas, avec ces crises à répétition et autres. En tout cas, l'UNDD prône la justice transitionnelle pour régler un certain nombre d'affaires. Il y a beaucoup d'autres instances, partis politiques ou de la société civile qui sont sur cette ligne de la justice transitionnelle, ce qui n'exclut pas, il faut bien le comprendre, les effets aussi de la justice classique et éventuellement des punitions qui peuvent subvenir. L'UNDD est en campagne pour la réconciliation nationale de façon générale, une campagne qui s'appuie sur les jeunes, mais aussi en direction des chefs coutumiers, si j'ai bien compris. Oui. Vous avez rencontré plusieurs chefs coutumiers pour leur demander leur implication dans ce processus. Quel est le contenu, la finalité finalement de cette campagne et quel est le déroulé programmatique? Ok, alors ces sorties que nous avons effectuées, c'était pour rencontrer les populations à la base. Parce qu'on a comme l'impression que tout semble se traiter dans la capitale, par des beaux discours, etc. Non, il faut aller sur le terrain, rencontrer les premiers responsables des communautés. Et ces personnes-là même nous attendaient depuis. Attendaient qu'elles soient mises au premier plan dans cette affaire de réconciliation et de résolution des crises dans notre pays. Donc nous les avons rencontrées dans beaucoup de régions du pays et elles ont donné leur accord. Elles ont même essayé de se mettre en avant. On peut noter l'appel de Tenkodogo fait par le Dima de Zungrantenga, Naba Guigempolé, qui a, n'est-ce pas, demandé à ce que les Burkinabés maintenant puissent regarder tous dans la même direction. Il faut leur implication parce que nous revenons encore dans les années antérieures, notamment en 2020, je crois que c'est le 10 janvier 2020, où il y a eu dans la cour du Moro Naba, le cardinal était présent, les chefs traditionnels étaient présents et ils ont même demandé à ce qu'on aille, n'est-ce pas, à cette réconciliation nationale-là, bien avant les élections passées, ces élections de 2020, que nous avons même demandé qu'on diffère, peut-être avec Roch Kaboré, toujours président du FASO, mais le règlement des problèmes, n'est-ce pas, liés à notre société qui était mal partie là, devait être mis en avant pour qu'on puisse d'abord épurer tout ce passif-là avant d'aller à des élections propres et ce qui allait nous permettre, n'est-ce pas, d'avoir un pays un peu plus stable. Voilà. Donc les chefs coutumiers font partie de notre système social et doivent être impliqués même au premier plan parce que c'est ceux-là qui sont vraiment bien écoutés à la base et ils ont bien compris le message, ils sont prêts à nous accompagner. Oui, Jusva. Oui, c'est vrai que bon, la question de leur implication, elle est très importante et intéressante, mais en même temps, on les a même aussi entendus à un moment donné, dans une sortie commune, interpeller le pouvoir en place sur ce qu'on a comme élément qui ne soit pas bien pour notre vivre ensemble. On avait à un moment donné entendu des audios et tout. Est-ce qu'avec cette campagne, lorsque vous êtes sortis, vous les avez rencontrés, ils ont eu une impression qu'il y a une inversion de tendance? Parce qu'à un moment donné, ils sont montés au créneau pour dire attention. Ils ont lancé un message qui a été très clair à l'endroit de notre transition. Quand vous les avez rencontrés, est-ce qu'ils vous ont donné le gage que bon, ça a été pris en compte et les choses sont en train de descendre un peu, ou bien bon, on est toujours à observer? Bon, vous voyez, moi je vais revenir sur la question d'entendre des audios qui avaient circulé là. Vous savez que dans notre pays, il y a toujours des brebis galeuses, comme on le dit. Mais leur message est vraiment écouté parce qu'on peut remonter encore à quelques semaines de cela. Il y a eu Agawa, le chef traditionnel qui a réuni toutes les communautés religieuses, les communautés traditionnelles pour demander à tout le monde d'aller dans le sens, bien sûr, de la préservation de la nation. Alors, c'est un travail de longue haleine, c'est vrai. Et moi je me dis, et nous l'avons, n'est-ce pas, constaté également, parce que quand
quand nous arrivons dans une localité, tous les chefs de la zone se rallient et vont dans le sens, n'est-ce pas, du message qui est lancé. Et nous avons des retours après cela. Actuellement, il y a dans la zone de Bobo-Dioulasso, on reçoit des appels, les gens même qui nous invitent, des chefs traditionnels, pour que nous puissions faire cette activité aussi là-bas. Voilà. Parce qu'ils ont compris que maintenant, il y a des gens qui ont pensé que ceux-là sont importants aussi dans le système et que tout ne doit pas peut-être se traiter à la manière exclusivement moderne dans les salons feutrés de Ouagadougou, mais sur le terrain également, il faut mener des actions concrètes pour que les populations se sentent impliquées à la base. Effectivement, il y a des retours et ils sont prêts encore à aller plus loin pour qu'on puisse réaliser l'objectif. Voilà. Ce que vous nous dites, c'est que ces retours sont positifs et que vous pensez que vous êtes sur la bonne voie, que vous arrivez à quelque chose. Ouais. Juge Ouedraogo, sur cette question de ces sorties, de ces échanges avec les communautés de base et les chefs coutumiers. Oui, c'est une bonne chose que d'échanger avec cette légitimité sociale-là, de prôner la paix, de sensibiliser à la nécessité pour nous justement de travailler à remettre ce pays debout. Mais moi je pense toujours que cela doit se faire dans la vérité et dans la justice. L'une des raisons pour lesquelles nous nous retrouvons justement dans cette situation-là, c'est que la vérité a toujours manqué. La justice ne s'est jamais faite. La preuve, c'est que les dossiers se sont amoncelés, plus de 5000 dossiers que le Hkroun a enrôlés. Et on a jusque-là quelques dossiers qui sont jugés, mais ça montre que pendant longtemps, la justice a été la chose la moins partagée dans ce pays-là. Est-ce que justement, ce n'est pas ce qu'il faut, en plus du message de paix que vous passez, est-ce qu'il ne faudrait pas véritablement qu'on aille vers le jugement classique aussi, des dossiers où on a tué des parents des gens, et sans que jusqu'aujourd'hui, ils sachent justement où sont enterrés leurs fils ou leurs frères? Oui, je pense que la question centrale ici, le point central ici, c'est la recherche de la vérité. La recherche de la vérité d'abord. Et je suis heureux que vous êtes revenu sur un point important, la question des dossiers qui s'amoncellent. Effectivement, c'est parce qu'à un moment donné, les gens n'ont pas pris en compte, n'est-ce pas, tous ces problèmes qui se sont accumulés là, et qu'aujourd'hui nous nous retrouvons avec tous ces dossiers qui s'amoncellent. Mais est-ce que nous voulons vraiment en finir avec ça? Est-ce que toute l'histoire du Burkina Faso sera seulement une histoire de jugement, de règlement de crise à n'en point finir? Voilà la question qu'il faut se poser. Il faut penser au développement du pays, il faut penser à la relance économique, etc. Mais l'un n'exclut pas l'autre. Oui, je vous suis très bien. Mais ici, nous disons que toutes les premières tentatives n'ont pas permis, n'est-ce pas, de régler vraiment les questions. Je parlais ici du collège des sages, par exemple, où on avait fait sortir certains dossiers, mais on a vu qu'après, les choses sont revenues. Donc, il faut trouver la meilleure formule. Voilà pourquoi nous proposons la justice transitionnelle adaptée au contexte du Burkina Faso. En ce moment, tous ces dossiers-là seront mis sur la table et on va aller dans un traitement plus curatif, de façon définitive de cette question. Voilà. Est-ce que vous voulez dire, donc, dans vos sorties, oui, à côté des dossiers que vous avez dit ont été classés emblématiques, oui, il y a donc tous ces petits dossiers qui sont passés anonymes, que vous abordez et que vous souhaitez voir régler d'une manière ou d'une autre? Au Burkina Faso, nous n'avons pas seulement que des crimes politiques donc, que vous avez essayé d'énumérer, il y a aussi des conflits communautaires. Il y a des conflits communautaires, il y a des questions de détournement de fonds, etc. Voilà. Tous ces dossiers-là, c'est ce qui fait mal au Burkina Faso aujourd'hui. Voilà pourquoi nous pensons que c'est à travers la justice transitionnelle que nous allons pouvoir savoir d'abord toute la vérité, n'est-ce pas, sur ce qui s'est vraiment passé et chercher à aller à un nouveau stade de relance du pays de façon plus, on va dire, plus intéressante pour nous, parce que nous sommes en train de revenir toujours en arrière à cause de ces dossiers-là. C'est comme un boulot au pied. Voilà. Donc, pour le renouveau, pour la refondation, il faut y songer effectivement. Oui, juge Vara. Oui, moi je reviens sur la question de ces chefs que vous avez rencontrés. Moi, je me rappelle encore de leur sortie. C'était quoi, fin juillet, si ma mémoire elle est bonne, pour interpeller les autorités des transitions sur la montée des discours de haine et tout. Mais ils ont dit que, pour un peu, on va dire, caricaturer la chose, que pour ce qui est de la transition, il faudrait qu'ils travaillent au retour de la paix et de la sécurité et qu'ils se concentrent sur cette sécurité-là qui, en fait,
du fait des résultats qui ne sont pas probants, emmène et, ajoute, on va dire comme ça, à la tension que nous avons aujourd'hui. C'est un peu le message qu'ils ont donné. Quand vous avez tourné, c'est ce que j'ai dit, c'est les mêmes chefs que vous rencontrez en fait. Est-ce que le message qu'ils ont donné, qui est que la transition doit avoir en ligne de mire, revoir la question sécuritaire, est-ce qu'ils ont l'impression qu'il y a eu une avancée là-dessus et qu'aujourd'hui, ce qui est l'élément qui fait que certains Burkinabés commencent à se chauffer, a commencé aussi à avoir des résultats probants et que donc du coup les choses sont en train de baisser. C'est ce que je posais comme question. Oui, je pense très bien qu'ils sont bien entendus. Et les choses progressivement sont en train d'aller de l'avant. Parce qu'ici, c'est quoi qu'est-ce qui a provoqué l'insécurité? C'est bien sûr des causes bien connues. Le Premier ministre a fait sa sortie tout récemment où il disait qu'aujourd'hui, nous avons pu identifier véritablement quelles sont les causes, n'est-ce pas, liées au terrorisme, qui causent le terrorisme, on va dire ainsi. Donc il a parlé de la radicalisation au plan religieux, mais aussi il y a des conflits communautaires. Il y a des gens qui sont, n'est-ce pas, révoltés, etc. Mais qui pourra facilement résoudre, par exemple, cette question de crise communautaire-là? Il faut aussi le dialogue avec nos frères qui ont pris les armes. Et petit à petit, il y a des gens qui, aujourd'hui, qui étaient des ex-combattants, qui ont rejoint la République. Voilà. Donc, ce n'est pas seulement par la force militaire qu'on va arriver à en finir avec le problème de la sécurité. Voilà pourquoi les chefs sont impliqués là-dedans. Parce qu'eux seuls peuvent arriver à faire, n'est-ce pas, la cohésion sociale à la base, dans leur zone, dans leur province, etc. Ça, c'est une stratégie également qu'il faut prendre en compte. Oui, mais ce que demande le juge, c'est est-ce que vous avez senti, dans vos échanges, est-ce que vous avez senti une amélioration de la situation par rapport à leur sortie antérieure et par rapport donc à ce que vous proposez? Dans certaines zones, il y a la calmie à travers le dialogue initié bien sûr par ces personnes-là. On voit bien sûr qu'il y a des zones qui avaient été considérées comme menacées, qui aujourd'hui sont en train d'entrer dans l'ordre à travers le dialogue. À travers le dialogue, bien sûr. Ah bon? Voilà. Oui. Dans la région du centre-est, par exemple, où nous avons été à Tinkodowo et autres, les chefs traditionnels ont marqué leur accord pour aller, n'est-ce pas, discuter avec toutes ces personnes-là qui se sentent peut-être exclues de la chose nationale. Voilà. Ils ont demandé aussi la cohésion. Ils ont marqué leur accord. Est-ce que les discussions, ils ont pu mener des discussions et ont pu engranger des succès? Nous les avons rencontrés il n'y a pas longtemps. Ils ont marqué leur accord et nous pensons que dans cette zone-là, les choses sont en train d'évoluer parce que nous avons un bon retour là-dessus. Oui, mais marquer leur accord, c'est bien. Mais le président, lui, si je me rappelle bien, le discours dans lequel il les enjoignait au niveau local de prendre l'angle avec les autres groupes pour voir qui ils peuvent ramener à la raison et tout. Et puis comment ils peuvent négocier un genre de paix dans leur région. Bon, ça date d'il y a longtemps. Ça date d'il y a longtemps avant votre campagne. Si c'est maintenant ils marquent leur accord, ça veut dire que le président de façon ne les avait pas convaincus. Ah non, la répétition est pédagogique. Comme c'est maintenant ils marquent leur accord, ça veut dire que le président ne les avait pas convaincus. C'est pourquoi j'ai dit, quand vous faites un discours sur le plan au niveau de la capitale, il faut encore un relais sur le terrain. Il faut aller directement même sur le terrain. On ne peut pas faire un discours depuis Ouagadougou et puis être sûr que voilà, du coup, ça aura une répercussion. Voilà. Il faut un appui. Voilà, effectivement. Relais, mais nous appuyons également, nous demandons également leur implication véritable et qu'ils ne se sentent pas, n'est-ce pas, mis en marge, n'est-ce pas, de cette reconstruction du pays là. Parce qu'à un moment donné, on avait constaté que tout se traitait de façon trop moderne et puis on les mettait à l'écart, etc. Attention, ce que vous dites, ça contredit un peu ce que plutôt le ministre de la réconciliation nous faisait comme point. Il a dit au niveau local, ils ont fait plusieurs missions, les chefs coutumiers et autres sont très engagés et qu'il y a même des retombées positives parce que déjà, il y en a qui ont accepté de déposer des armes et tout. Donc, le travail que vous faites, l'exécutif dit qu'il le fait déjà. Maintenant, j'ai l'impression que vous nous dites que c'est parce que c'est pas fait que vous... Non, c'est pas. Je dis ici que la répétition est pédagogique. Voilà. Donc nous allons dans le sens, bien sûr, d'appuyer pour ne pas qu'il y ait un relâchement à un moment donné. Parce que s'il y a un relâchement, c'est comme je l'ai dit, vous faites un discours à Ouagadougou, mais après il n'y a pas de suivi sur le terrain. Ça pose problème. Donc vous poursuivez, juge Inoussa Ouedraogo. Je voudrais savoir justement
justement, est-ce qu'il y a des localités précises dans lesquelles justement vous avez réussi à faire en sorte que des gens, parce que vous l'avez dit, qui combattaient avant et qui ont déposé des armes, puissent justement, sur la base de ce que vous faites, arrêter ce qu'ils menaient comme action? Je vais vous donner une information. Hier, par exemple, j'étais en réunion avec des amis, des camarades. Il y a des ex-combattants. Il y a des ex-combattants qui ont déposé les armes. Mais vous savez, on ne peut pas les présenter à la presse à visage découvert. Même quand vos confrères de la RTB ont fait, n'est-ce pas, leur tournée dans certains sites-là, ils ne pouvaient pas présenter les visages de ces personnes-là, parce qu'il peut y avoir un risque de représailles. Nous préparons par exemple pour le 1er octobre une cérémonie, un mini-forum dans lequel nous allons faire venir certaines personnes qui ont vécu dans leur chair, dans leur âme même, cette situation d'insécurité, qui ont perdu, n'est-ce pas, des proches, qui ont perdu du bétail, etc., mais qui sont prêts à d'abord faire le témoignage de ce qu'ils ont véritablement vécu, en dehors de ce que nous avons comme appréciation ici à Ouagadougou, après avoir peut-être pris une bière ou bien un truc comme ça, mais eux-mêmes qui ont vécu cette situation-là sont prêts à témoigner et à accepter à aller, à tendre la main encore, aller à la réconciliation. C'est ce que nous prévoyons pour ce samedi 1er octobre au niveau du CBC. Voilà. Et donc, à cette occasion-là, nous avions même souhaité que d'ex-combattants puissent venir témoigner aussi. Et là, il y avait un débat qui s'est ouvert, comme quoi ils ne peuvent pas témoigner à visage découvert devant toute une salle. Mais je vous confirme qu'il y a effectivement des gens que nous connaissons qui étaient de l'autre côté et qui ont rejoint la République suite, bien sûr, à ces interpellations que nous avons eu à faire. Ça, je le confirme. Voilà. Justement, vous parlez de ce forum. Le président de l'UNDD a indiqué en effet que toutes les rencontres que vous initiez actuellement avec les leaders coutumiers et communautaires aboutiront à un forum consacré essentiellement au témoignage des victimes afin de susciter plus d'empathie sociale. Est-ce que l'UNDD veut organiser son propre forum de réconciliation en dehors du forum qui est prévu par l'État? Je pense qu'ici, ce que nous faisons, c'est d'abord de dire, c'est comme je parlais de mini-forum, c'est d'abord de dire, voilà la stratégie que nous proposons pour la réussite du forum, du grand forum national de réconciliation. Voilà un peu ce que nous voulons faire. Voilà. Nous sommes dans la même ligne que le gouvernement, mais nous voulons apporter notre contribution de façon plus concrète sur le comment il faut réaliser cela. Parce qu'il ne faudrait pas aller à un forum et puis revenir encore, tomber dans les mêmes travers. Voilà pourquoi notre originalité ici, c'est de proposer notre stratégie, qui est bien sûr de faire venir les personnes, bien sûr, qui ont vraiment souffert de cette situation-là, qui vont témoigner et demander pardon, et également aller dans le sens de retrouver, bien sûr, on va dire, la République. Et là encore, il y a certaines communautés qui vont lancer un appel à leurs frères qui sont de l'autre côté. Voilà, qu'ils connaissent très bien. Bon, quand je dis l'autre côté, c'est de dire qu'ils ont pris les armes contre le pays. Voilà, pour leur demander de revenir dans la République pour que nous fassions ensemble la réconciliation, parce que c'est possible véritablement de retrouver un État réconcilié, un État de paix. Oui, juge Inoussa Ouedraogo. Oui, c'est possible effectivement de retrouver un État de paix et réconcilié. Je vais dire que c'est une bonne chose. Moi, c'est la démarche qui me pose souvent problème. Parce que ceux qui nous parlent très souvent de justice transitionnelle nous donnent souvent le sentiment que la justice classique ne peut pas du tout permettre de résoudre les problèmes que nous connaissons. Quand on les écoute aussi, on a le sentiment que le Burkina a connu ce que le Rwanda et l'Afrique du Sud ont connu, alors que c'est totalement différent. Ce qui fait en général les crispations au niveau du Burkina, c'est les crimes de sang, c'est les crimes économiques, et assez souvent, les auteurs sont connus. On sait exactement ce qu'ils ont fait. La majorité d'entre eux, en tout cas pour ce qui concerne les années 90 jusqu'à aujourd'hui, sont vivants. Le seul problème, c'est qu'ils refusent de faire face à la justice. Et est-ce que justement, dans votre démarche d'appeler les gens à la réconciliation, vous appelez aussi les bourreaux et ceux qu'on pourrait qualifier de criminels qui sont connus à dire la vérité et toute la vérité aux parents des victimes? Voilà, cette question est très, très pertinente. Je savais que peut-être elle allait revenir lors de ce débat-là.
dire que les gens ne veulent pas venir devant la justice et autres, là, ça dépend du contexte, de comment est-ce que les choses sont organisées. Voilà pourquoi nous proposons la justice transitionnelle. La justice transitionnelle va permettre aux gens de venir et de dire vraiment toute la vérité sur ce qui s'est réellement passé. Quelle garantie vous avez par rapport à ça, que les gens vont forcément venir parce que c'est la justice transitionnelle? C'est la méthode. Est-ce que c'est parce que la justice transitionnelle les absout d'un certain nombre de contraintes, de peines? Non, pas dit cela. Nous cherchons d'abord le retour, n'est-ce pas, à un État réconcilié. Et dans ce retour à un État réconcilié, passer par la justice transitionnelle va permettre d'abord de savoir toute la vérité sur cette affaire et des engagements seront pris, etc., pour, n'est-ce pas, recouvrir un État, bien sûr, on va dire, plus stable. Mais quand vous dites aussi que toutes ces questions-là concernent les années 80, bien avant cela, on peut aller aussi retrouver des situations qui ont créé des problèmes au Burkina Faso. Voilà pourquoi nous pensons que c'est toute l'histoire du pays qui doit être mise sur la table. Non. Oui. Et vous êtes allé aussi loin en disant que il y a eu que les bourreaux sont connus, etc. C'est un peu trop fort. Il n'y a pas eu de jugement d'abord. Quand il y a eu jugement et que les choses sont bien définies, on arrive maintenant, n'est-ce pas, à savoir qui a fait quoi, etc. Mais sans jugement, ça, je pense que ce sont des... Vous savez, je vais vous prendre des exemples concrets. Oui. Quand en 87, Thomas Sankara a été assassiné, oui, on a désigné des bourreaux. Oui. Ils ont nié. 30 ans après, là, oui, la justice nous a dit qui l'a assassiné. Ce sont pratiquement les mêmes. Oui. Dans le cas du dossier d'Abo Boukari, ça a été la même chose. Depuis 90, il y a des gens qu'on avait désignés parce qu'on savait proche. Le Burkina est trop petit. Oui, je le reconnais sur ce point-là. Je voudrais terminer sur un aspect. Oui. Entre 1960 et 1983, ce pays, il y a eu la justice. Mais sous la Révolution, il y a eu les TPR qui ont jugé beaucoup de dossiers de 1960 aux années 83. Les TPR, c'est les tribunaux populaires de la Révolution. Est-ce que, quand vous continuez à ramener les dossiers depuis 1960, vous pouvez nous donner des cas de dossiers d'avant cela qui n'ont pas été jugés et pourquoi ça n'a pas été jugé? C'est pourquoi je vous parle des dossiers qui fâchent au Burkina Faso. Il ne faut pas seulement réduire cela à des questions liées à des crimes de sang. Voilà. Des gens ont été spoliés, il y a des gens qui ont perdu beaucoup de biens, etc. à la suite des changements au niveau de la tête de l'État, depuis le temps de Maurice Yamégo jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Mais ces gens-là ne parlent pas, ils ont peut-être leur dossier qui est en cours, peut-être au H-Crown, etc. Mais ça n'a pas encore été mis dans les médias, etc. Voilà pourquoi je dis qu'il faut éviter de faire en sorte qu'il y ait des dossiers emblématiques et certains autres dossiers qui sont considérés comme, n'est-ce pas, mis à la poubelle. Et quand on revient sur la question du TPR, croyez-vous que la forme de fonctionnement du TPR était une forme, n'est-ce pas, intéressante? Elle a été imposée par le régime d'alors. Mais est-ce que ces jugements-là ont été des jugements, on va dire, équitables? Je me pose des questions. Voilà. Il y en a eu des jugements équitables. Qu'est-ce que vous reprochez aux tribunaux populaires de la Révolution? Les tribunaux populaires de la Révolution étaient des tribunaux d'exception. Voilà pourquoi nous pensons que toutes ces justices classiques-là, c'est une justice qui va encore... La justice transitionnelle n'est pas une justice d'exception? Non, elle n'est pas une justice d'exception. Nous ne la considérons pas comme une justice d'exception. Vous ne la considérez pas comme une justice d'exception? Effectivement, mais elle ne l'est même pas en réalité. Parce qu'elle nous permet ici de faire de grandes retrouvailles pour refonder notre État. Et c'est cela le plus important. Voilà. C'est cela le plus important. À chaque fois que notre invité évoque ou invoque la question de la justice traditionnelle, il ne nous dit pas quelque chose. Oui. Qu'est-ce qui fait que celui qui se refuse à dire la vérité face à une justice classique la dira face à une justice traditionnelle? C'est parce que c'est le non-justice traditionnelle là que le monsieur va venir dire la vérité. Comme disait l'autre, les menteurs, c'est quoi? C'est celui qui exprime la vérité avec une conscience lâche. Qu'est-ce qui le rend moins lâche devant une justice transitionnelle et qui fait qu'il est bon devant, il est moins bon devant une justice? C'est cet élément-là que je veux entendre. Sinon, dites-le tout net. C'est qu'on garantit d'abord une impunité pour qu'il soit à l'aise pour dire... Ah non, mais sinon, dites les choses. Qu'est-ce qui fera la différence? Ils disent la vérité. Ce n'est pas consacré... Sinon, la question, je pense que ça fait, si je ne m'abuse, pour ceux qui nous écoutent et nous regardent, ça fait au moins 3 fois
qu'on vous la ramène. Qu'est-ce qui fera que ceux qui sont désignés comme étant des personnes qui ont des éléments à donner en termes de vérité sur des cas de crimes qui jusqu'à présent n'ont pas donné grand-chose. Qu'est-ce qui fait que devant une justice transitionnelle, ils le diront? Qu'est-ce que la justice traditionnelle a de différent de cette justice classique-là qui feront que les différents cas que nous avons, les messieurs, on les connaît. Oui, je Et comprends. jusqu'à présent, ils sont passés devant les tribunaux, ils ont refusé de dire certaines vérités. Ils ont été même des parapluies. Tout ce qu'ils ont dit à un moment donné, c'est que j'ai reçu l'ordre. L'ordre là, tu as reçu de qui? On l'a jamais su. Oui. Qu'est-ce qui fait Je comprends, nous dites. Oui, mais est-ce qu'ici, dans cette situation du Burkina Faso, nous voulons vraiment un renouveau du pays? Est-ce qu'on veut aller vers un nouveau départ? C'est cela la question, en fait. Mais on a comme l'impression qu'il c'est comme si, n'est-ce pas, une certaine opinion souhaitait, n'est-ce pas, que ce soit œil pour œil, dent pour dent, etc. Mais la justice classique, là, ne nous permet pas d'avoir totalement la vérité sur certaines affaires. Voilà pourquoi nous ouvrons le cadre de la justice traditionnelle, comme d'autres pays l'ont accepté de le faire. Mais nous allons l'adapter à notre réalité du Burkina Faso. Voilà, ça c'est clair. Avec nos valeurs que nous avons, etc. Et faire en sorte qu'après la justice traditionnelle, on puisse décider d'aller vers un nouveau départ, pour ne plus que ces mêmes actes-là, n'est-ce pas, se reproduisent dans notre pays. À l'entame de l'émission, votre confrère juge Ouedraogo disait qu'il y a des menaces, des intimidations, etc. On ne sait pas d'où ça vient, mais il a eu à mettre ça en introduction pour dire qu'il ne faudrait pas que des cas qu'on a connus se retrouvent encore dans notre pays à cette heure-ci. Alors voilà pourquoi nous demandons à ce que cette justice traditionnelle-là intervienne pour essayer de faire, on va dire, un formatage complet pour pouvoir repartir sur de nouvelles bases avec des engagements clairs, et on va effacer tout ce passé-là qui nous retient encore en arrière et qui nous empêche bien sûr d'avancer. On attendra de voir si effectivement mais dire qu'il n'y a pas, dire que c'est consacré l'impunité, là je ne suis pas d'accord avec cela. On attendra de voir les résultats qui s'approchent. Très rapidement, un petit mot sur ce forum qui est projeté pour le 1er octobre. Un forum avant le forum, un forum dans le forum, très rapidement parce qu'on est en fin d'émission. Oui, juge Vara. Bon, entendre des personnes qui ont vécu les affres du terrorisme ou de l'insécurité, je pense que ça, on a déjà entendu ces témoignages-là, on les a déjà. Mais ce n'est jamais mauvais aussi de permettre, parce que c'est un genre de catharsis aussi pour les personnes qui ont vécu ces difficultés-là, de pouvoir les sortir. Donc ça peut être intéressant. Maintenant, moi, mon problème, je le dis toujours, c'est que on veut aller à une réconciliation, mais c'est le comment on y va là qui pose problème. Ça fait que chacun y va avec l'intérêt qu'il a. Et dans son modèle et dans son process qu'il veut nous vendre, on a l'impression que derrière se cachent des choses inavouées. Et moi, l'invité qu'on a eu aujourd'hui, dans son discours jusqu'à la fin, ne nous a pas dit pourquoi il veut qu'on se passe d'une justice classique qui fixe des responsabilités et fait payer les gens dans l'histoire pour ce qu'ils ont eu à commettre comme acte. J'ai comme l'impression que ce qu'on veut, c'est que tout le monde se mette là, chacun raconte ce qu'il veut, on fait tous on s'embrasse et puis on se lève, on s'avance, tout le monde est puni. Non. Ce qui n'est pas, quand on pose un acte, il faut répondre de cet acte. Et c'est comme ça. Parce qu'à la fin, on ne nous dit jamais qu'est-ce qui fera que X ou Y qui refuse de venir à un procès, X ou Y qui refuse de dire la vérité à un procès, viendra le dire juste parce qu'on a estampillé justice traditionnelle. Dites-nous ce que vous mettez au fond qui fera que ces personnes-là viendront à l'aise pour dire tout. Il va falloir encore expliciter le concept de justice traditionnelle. On est en fin d'émission. Rapidement, la minute que vous tirez, c'est quoi, juge Ouedraogo? Oui, moi jusque-là, je n'ai pas encore les contours clairs, ou je n'ai pas encore compris ce que les gens veulent nous vendre lorsqu'ils parlent de justice transitionnelle, parce que les contours ne sont pas encore clairs, en tout cas à nos yeux. Et moi, je continue de croire que le travail que le Collège des sages a abattu dans les années 2000 et qui a fait des recommandations claires constitue toujours une boussole pour notre pays. Il faut la vérité, il faut la justice et ensuite, enfin, disons,
on fera la réconciliation. Il faut la vérité, il faut la justice, il faut la réconciliation. Le temps qui nous est imparti pour cette audience du tribunal de l'actualité est arrivé à son terme. Cette audience sur Tri TV et Watt FM a enregistré la convocation de Aimé Macaire Ouedraogo. Il est président de l'audience des jeunes cadres de l'UNDD. L'UNDD, c'est l'Union nationale pour la démocratie et le développement. Merci d'avoir honoré notre convocation. On espère que votre message est passé et qu'on aura d'autres cadres d'échange pour expliciter davantage la justice transitionnelle. Vous êtes invité le 1er octobre au niveau du CBC. Merci aux juges qui ont siégé aujourd'hui, juge Geoffroy Vara. Merci à juge Inoussa Ouedraogo et merci à vous tous, auditeurs de la 100.7 Watt FM et aux téléspectateurs de la Tri TV, la télé interactive, ainsi qu'à toutes les équipes techniques menées aujourd'hui par Aimé Zoundi à la télévision et Alphonse Déduit à la radio. Le tribunal de l'actualité, eh bien, c'est votre rendez-vous quotidien qui juge des faits et événements marquants d'ici et d'ailleurs et que vous retrouverez demain, toujours avec un maillet aussi incisif et sans complaisance.